Alors, je suis concepteur lumière, donc je dirige l'agence Concepto, qu'on a créée en 88 et qui est une agence de conception lumière spécialisée dans l'éclairage urbain et architectural. Pourquoi et depuis quand éclaire-t-on la ville? Et quel type de bâtiments sont illuminés pendant la nuit? Pourquoi? Parce que c'est 50% du temps de la ville, la nuit, sous nos latitudes. Voilà, sur une année, on a 50% de temps de nuit, 50% de temps de jour, différents selon les saisons. Et c'est ce qui fait tout le charme de la vie. Mais depuis quand? On l'éclaire depuis très longtemps si on remonte au Moyen Âge. Je dirais de manière contemporaine, c'est assez récent. C'est vers la fin des années 80 qu'on a commencé à se reposer la question de l'éclairage et de la mise en lumière des villes, parce qu'on sortait de périodes de lumière fonctionnelle, d'éclairage fonctionnel d'après-guerre, jusqu'à la fin des années 70, où la seule raison d'éclairer était de donner à voir pour les automobilistes, pour éviter qu'il y ait des collisions, pour éviter qu'il y ait des conflits, des choses comme ça. Après, ça a démarré effectivement par ce qu'on appelle les illuminations, donc la mise en scène des bâtiments. En France, c'était déjà une pratique sur les sons et lumières depuis 1953, avec le château de Chambord, et après sur des illuminations d'églises, de mairies, de choses comme ça. Et puis un moment un peu fort dans l'histoire de cette profession qui a été la mise en scène de la Tour Eiffel par Pierre Bidault en 85, fin 85, et qui a changé le regard des gens sur ce que c'est qu'une architecture illuminée, quoi. Très bien. Et quelles sont donc vos méthodes de conception? Alors ça dépend des sujets, évidemment, quand on fait de l'espace public ou un schéma directeur d'aménagement lumière ou un éclairage intérieur, muséographique ou des sites industriels, on ne travaille pas de la même manière. Disons il y a toujours la compréhension de pourquoi on éclaire, quels vont être les usages. Est-ce que c'est ouvert la nuit, c'est pratiqué de nuit? Quel type d'usagers à différentes périodes, selon différents moments, différentes fonctions, etc. Donc on part de ça. Très souvent, on n'a pas de programme, donc on fait notre propre programme. Et on essaye, nous, justement, de comprendre pourquoi on éclaire et à qui ça va s'adresser cet éclairage. Mais il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Disons qu'on travaille un peu comme tous les gens qui travaillent sur l'architecture et la ville. Il n'y a pas de règles. S'il y avait des règles, ça serait très, très triste, très ennuyeux. Et est-ce que votre travail porte uniquement sur la lumière artificielle ou est-il également possible de composer avec la lumière naturelle? Non, non, on travaille sur les deux. On aimerait travailler plus souvent sur les deux, dès le début des projets. On y arrive un peu mieux maintenant qu'il y a 25 ans quand j'ai commencé. La lumière, c'est la lumière. Il n'y a pas la lumière naturelle d'un côté, la lumière artificielle de l'autre. C'est les mêmes propriétés, c'est les mêmes fonctionnements, les mêmes lois optiques. Après, alors il y a eu des périodes que j'ai pas connues moi, où les architectes s'étaient appropriés la lumière naturelle, enfin les périodes de Cannes, de Corbusier, etc., où ils avaient besoin de personne d'autre pour traiter la lumière naturelle, et puis ça s'est perdu en route. Et puis là, je dirais grâce à ce qu'on appelle le HQE, la haute qualité environnementale, et le fait d'optimiser justement les performances énergétiques et de respecter l'environnement, on revient à des périodes, dans l'architecture en tout cas, où la lumière naturelle est devenue fondamentale. Et comme les architectes dans leur immense majorité ont perdu ce savoir-faire, on a un peu plus de latitude pour travailler avec eux, pour proposer des choses, pour inventer ensemble et intervenir y compris sur l'architecture. Parce que la question de la lumière naturelle, à la différence de la lumière artificielle, c'est qu'il faut travailler sur l'architecture. Lumière artificielle, c'est encore mieux si on travaille sur l'architecture, mais dans l'immense majorité des cas, on intervient sur une structure qui est déjà pensée. Et, et donc le développement durable, c'est quelque chose qui, j'imagine, a beaucoup changé votre profession? Ouais, moi j'étais assez explorateur dans ce domaine, parce que j'ai fait des colloques sur ce thème en 2001, donc ça fait déjà 13 ans, notamment à la Fête des Lumières de Lyon, où je pensais qu'il fallait déjà aborder cette question, j'appelais ça l'écologie de la lumière, pour employer des phrases un peu choc. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'était essentiel. On a beaucoup travaillé, nous, sur des paysages naturels, sur des rivières, des fleuves. Donc, on se posait la question du respect de l'environnement, de la biodiversité, un peu avant tout le monde, dans ces aspects-là. Et après, moi, j'ai quand même, depuis le temps, vu comment il y a eu une bascule avec une préoccupation sur les nuisances lumineuses, la pollution lumineuse, à une époque où, au contraire, quand j'ai commencé, c'était toujours bien ce qu'on faisait. Il n'y avait jamais de contradicteurs ou de gens qui nous disaient mais vous allez polluer, vous allez gêner, etc.
Donc assez vite, je me suis rendu compte que c'était assez essentiel et qu'il fallait qu'on soit vertueux, mais aussi qu'on soit promoteur justement d'ambiance de qualité. Parce que au début, en tout cas, le développement durable était opposé aux ambiances de qualité. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait niveler par le bas, faire des éclairages le plus basiques possible, comme ça qu'on économiserait de l'énergie. Moi, j'étais convaincu du contraire. Je pense qu'il vaut mieux choisir ce qu'on fait, mais le faire super bien pour que les gens se sentent bien. Voilà. Comme la lumière, c'est un facteur essentiel de la qualité de vie, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace architectural. On ne peut pas juste dire aux gens vous allez vivre une vie de merde parce que vous allez faire des économies. Quoi. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, je pense que ça ne marche pas comme ça. Selon vous, dans quelle mesure la lumière est la continuité de l'identité d'un bâtiment? Waouh, vaste question. Alors, ça dépend si on parle de bâtiment historique ou de bâtiment contemporain. On ne peut pas aborder la question de la même manière. Un bâtiment historique où l'architecte a construit il y a 700 ans, par exemple, cathédrale, il n'est plus là pour exprimer un avis. Le bâtiment n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. Il était peint, aujourd'hui il est tout blanc. Il a été nettoyé, refait 10 fois, dans l'immense majorité des cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'identité ? Moi je ne sais pas, c'est pas l'identité initiale. C'est donc aujourd'hui un geste qui fait que ce monument, quel que soit son statut, c'est pas forcément une cathédrale, hein, ça peut être un pont qui a 400 ans. Aujourd'hui, il appartient à un espace public, donc il appartient aux gens qui se promènent dans cet espace public, et donc on doit lui donner peut-être pas une identité, mais une image nocturne qui n'a, pour moi en tout cas, pas forcément à voir avec l'image diurne. Je vois pas pourquoi on essaierait de reproduire de nuit ce qu'on voit de jour, vu qu'on le voit déjà de jour. Si on veut le voir de jour, on le voit de jour. À partir du moment où on est dans un système de vision la nuit, qui s'appelle d'un joli nom de scotopique, ça n'a rien à voir, on n'est plus dans le même système de vision, autant inventer, créer une image nocturne totalement différente, et qui propose d'autres choses, et on a l'avantage nous avec la lumière que si on n'est pas content, on peut éteindre, ça abîme rien, on peut changer tous les X années, voilà, c'est juste une question de goût et de réception de l'image. Pour un bâtiment contemporain, si on travaille avec l'architecte dès le départ, on peut effectivement, de la même manière, prolonger l'identité diurne, imaginer une autre lecture nocturne avec l'architecte ou sans l'architecte, ou lui proposer des lectures qu'il n'a pas imaginées, parce qu'il n'a pas forcément notre compétence et notre savoir-faire. Voir aussi avec le client, parce que souvent le client a son mot à dire, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette image nocturne, voir avec les populations autour comment elles ont envie de vivre ce bâtiment la nuit. Non, il y a justement un champ des possibles colossal, et moi je trouve extrêmement restrictif quand on me dit il faut que de nuit ça ressemble à l'image de jour, ou quand on me dit l'architecte veut ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr qu'on peut faire ce que veut l'architecte, mais c'est pas toujours très intéressant, quoi. Souvent, comme il ne connaît rien, notamment en éclairage artificiel, ce qu'il va demander, c'est ce qu'il a déjà vu. Donc voilà. Et s'il savait, il ne nous demanderait pas. Donc, Est-ce que selon vous, la lumière peut détruire un bâtiment? Ah oui, il faut détruire. Voilà, proportion gardée. Parce qu'il y a une vraie question, par exemple, dans les bâtiments très laids, puisqu'on travaille dans certaines cités HLM, les bâtiments sont vraiment très très laids. Ou des fois en Chine, on travaille sur des bâtiments qui sont très 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 laids, on sert de la lumière pour qu'on ne voit plus les bâtiments. Et on crée justement des paysages nocturnes qui fait qu'on ne voit plus les bâtiments. Et on substitue un paysage nocturne presque virtuel au paysage qui lui est véritablement très très laid. Donc la destruction, elle peut être positive aussi. Ah, c'est une très bonne réponse. Et enfin, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux étudiants en architecture? De regarder comment ça se passe, l'éclairage, la lumière naturelle. Les gens ne sont pas habitués à regarder et ils ne sont pas éduqués à regarder. Donc je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'enseignement complet. Bon, alors il y a des conférences, des petits séminaires, des petits trucs, mais c'est tellement essentiel la lumière dans le métier d'architecte qu'il faudrait un pan entier d'éducation là-dessus, sur la lumière naturelle comme sur la lumière artificielle. Donc après, il faut que chacun essaye de glaner ses propres choses. Mais il faut éduquer les enfants aussi. Il faut démarrer encore plus tôt que les étudiants.